Tu as peut-être passé ta vie à courir, à forcer les choses, à vouloir tout contrôler, mais le stoïcisme t'offre une autre voie. Une voie plus calme, plus puissante. Celle où tu apprends à t'arrêter, à respirer et à laisser la vie venir à toi. Car parfois, le vrai pouvoir réside dans le lâcher-prise, pas dans la lutte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 règles stoïciennes qui t'enseigneront exactement cela. Imagine un quotidien où tu n'es plus esclave de tes émotions, où les tempêtes extérieures ne troublent plus ta paix intérieure. Les grands stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ne cherchaient pas à fuir la réalité, mais à y faire face avec sagesse et force. Ces règles ne sont pas de simples idées, ce sont des outils concrets pour transformer ta vie. Prends un moment pour toi, car ce que tu vas entendre pourrait tout changer. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Amor fati, l'amour du destin. La vie ne nous demande pas notre avis. Les événements arrivent, qu'on le veuille ou non. Une promotion, une rupture, un échec, une maladie. Tout cela fait partie du jeu. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Au lieu de lutter contre ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons choisir de l'embrasser. C'est le principe de El Amor Fati, l'amour du destin. Imaginez un arbre en plein vent. Il ne résiste pas à la tempête, il plie sans casser. Et quand le calme revient, il est toujours là, plus fort. Nous devrions être comme cet arbre. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir. Si tout était facile, serions-nous aussi résilients, aussi sages? Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais cette résistance ne change rien. Elle ne fait qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. Au contraire, celui qui pratique l'amor fati se dit « c'est ainsi. Comment puis-je en tirer le meilleur ?» Cette simple question transforme tout. Prenez l'exemple d'un athlète blessé. Il pourrait maudire son sort, mais s'il accepte cette pause forcée, il peut en profiter pour étudier, affiner sa stratégie ou même découvrir une nouvelle passion. Ce qui semblait être un obstacle devient alors une étape nécessaire. Le destin n'est pas notre ennemi, c'est un professeur exigeant. Bien sûr, aimer les épreuves ne signifie pas feindre la joie quand tout va mal. Il s'agit plutôt de reconnaître que même dans l'adversité, il y a une leçon, une force à puiser. Les stoïciens croyaient que chaque situation, aussi dure soit-elle, contribue à façonner notre caractère. Sans ces défis, nous resterions immatures, fragiles. Pensez aux plus grandes réussites de votre vie. N'ont-elles pas souvent suivi une difficulté? Un licenciement qui a conduit à un nouveau métier plus épanouissant, une trahison qui a révélé qui étaient vos vrais amis. Quand on regarde en arrière, on comprend que ce qui nous a brisés nous a aussi reconstruits. Alors, comment cultiver l'amor fati au quotidien? Commencez par les petites choses. Un retard, une dispute, une déception. Au lieu de râler, demandez-vous « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Petit à petit, cette habitude change votre regard. Vous arrêtez de subir votre vie, vous la dansez avec elle, même sur un rythme chaotique. Les stoïciens ne disaient pas que tout est bien, mais que tout peut être utile. Même la douleur, même l'injustice. Car ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y répondons. En aimant notre destin, nous reprenons le pouvoir, non pas sur les événements, mais sur nous-mêmes. Si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait ceci: la vie vous enverra des tempêtes. Vous ne pouvez pas les éviter, mais vous pouvez décider de ne pas vous noyer. Au contraire, apprenez à nager avec elles. C'est ça, l'amor fati. Ce n'est pas de la résignation, c'est une forme de liberté. Alors, la prochaine fois qu'un obstacle se dressera sur votre chemin, souvenez-vous de cette règle. Au lieu de maudire l'obscurité, cherchez la lumière cachée. Parce que le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais l'art de les traverser avec grâce. Règle 2. Distinguer ce que l'on peut contrôler. La vie ressemble parfois à un grand océan. Il y a des vagues que nous pouvons surfer, et d'autres qui nous emporteront quoi que nous fassions. Le secret du stoïcisme,
Apprendre à faire la différence entre les deux. Tout repose sur cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Prenez un instant pour y réfléchir. Votre patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez contrôler son humeur? Non. Mais vous pouvez contrôler votre réaction, votre travail, votre attitude. C'est là que réside votre vrai pouvoir. Le reste n'est que bruit. Nous gaspillons tellement d'énergie à nous inquiéter pour des choses hors de notre contrôle. La météo, les embouteillages, l'opinion des autres. Pendant ce temps, nous négligeons ce qui compte vraiment, nos choix, nos valeurs, nos actions. C'est comme si nous essayions d'arrêter la pluie en criant, au lieu de simplement prendre un parapluie. Imaginez un archer. Il peut contrôler sa posture, sa concentration, la force avec laquelle il tire. Mais une fois la flèche partie, plus rien ne dépend de lui. Le vent, la cible qui bouge. Inutile de s'énerver contre ces éléments. Le bon archer le sait, l'important est d'avoir fait de son mieux. Dans votre vie quotidienne, ce principe change tout. Au lieu de stresser pour un retard de train, hors de votre contrôle, concentrez-vous sur comment utiliser ce temps sous votre contrôle. Plutôt que de vous obséder sur ce que les gens pensent de vous, hors de votre contrôle, travaillez à être la meilleure version de vous-même, sous votre contrôle. Les stoïciens avaient une image forte. La vie est comme un chien attaché à une charrette. Si le chien résiste, il se blesse en étant traîné. S'il suit, il avance sans peine. Nous sommes ce chien. La charrette, c'est tout ce qui ne dépend pas de nous. La question est, allez-vous résister inutilement ou avancer avec sagesse? Pratiquement, comment faire? Commencez chaque matin par identifier ce qui sera sous votre contrôle dans la journée. Votre effort, votre honnêteté, votre discipline. Puis faites une liste de ce qui ne l'est pas. Les résultats, le comportement des autres, les imprévus. Cette simple habitude change tout. Quand vous vous surprenez à stresser pour quelque chose, posez-vous la question magique. Est-ce que je peux agir dessus? Si oui, agissez. Sinon, libérez-vous de ce poids. Vous verrez, un énorme poids disparaîtra de vos épaules. Le stoïcisme ne nous demande pas de devenir indifférent, mais de devenir lucide. De cesser de jouer à Dieu en voulant tout contrôler. La vraie force, c'est de savoir où diriger son attention et son énergie. C'est ça, vivre en stoïcien. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive, mais vous êtes toujours responsable de la façon dont vous y répondez. C'est la seule chose qui compte vraiment. Et c'est aussi la seule chose qui vous appartienne vraiment. Règle 3. Reconnaître l'impermanence. Tout autour de nous, la vie ne cesse de bouger. Les saisons changent, les nuages passent, les émotions montent et descendent comme des vagues. Rien ne reste figé, jamais. Le stoïcisme nous rappelle cette vérité simple mais puissante. Tout est temporaire. Et c'est une bonne nouvelle. Quand vous vivez un moment difficile, souvenez-vous qu'il ne durera pas. Quand vous êtes au sommet du bonheur, appréciez-le pleinement, car lui non plus ne durera pas. Cette conscience de l'impermanence n'est pas triste, elle nous libère. Elle nous empêche de nous noyer dans les mauvais moments et nous apprend à savourer les bons. Imaginez que vos émotions soient comme la météo. Un jour de pluie ne signifie pas que le soleil a disparu pour toujours. De même, une colère ou une tristesse intense ne définit pas qui vous êtes. Ce sont simplement des états passagers. Les stoïciens disaient « ceci aussi passera ». 4 petits mots qui changent tout. Prenons un exemple concret. Vous ratez un projet important. Sur le moment, la déception peut sembler écrasante. Mais si vous regardez en arrière, vous verrez que toutes vos catastrophes passées ont fini par se résoudre, s'atténuer ou vous avoir appris quelque chose. Cette nouvelle déception suivra le même chemin. Le problème, c'est que nous avons tendance à croire que notre situation actuelle est définitive. Je serai toujours triste, je n'y arriverai jamais, c'est comme ça maintenant. Mais ce sont des illusions. Rien dans la vie ne reste identique, pas même vous. Vous changez, grandissez, évoluez constamment. Comment pratiquer cette sagesse au quotidien? Quand une émotion forte vous submerge, arrêtez-vous un instant. Dites-vous,
Cette sensation est temporaire. Je n'ai pas besoin de la combattre, juste de la traverser. Vous verrez comme elle perd déjà de son intensité. Vous n'êtes pas votre émotion, vous êtes celui qui l'observe passer. Les anciens stoïciens méditaient souvent sur la nature éphémère des choses. Ils imaginaient leur vie comme un point dans l'immensité du temps. Cette perspective ne les rendait pas froids. Au contraire, elle les aidait à apprécier chaque instant précieux sans s'attacher excessivement. Appliquez cela à vos possessions, à vos relations, à votre statut social. Tout cela a une durée limitée. Cela ne signifie pas qu'il faut tout rejeter, mais simplement ne pas en devenir dépendant. La vraie paix vient quand on accepte que rien n'est éternel, sauf peut-être notre capacité à nous adapter. Quand vous comprenez profondément que tout change, vous arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de figer la vie. Vous apprenez à danser avec elle, à suivre son mouvement. Les difficultés deviennent moins effrayantes, les joies plus précieuses. C'est le cadeau de l'impermanence. Alors la prochaine fois que vous serez submergé par une émotion ou une situation, rappelez-vous, ce n'est qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Respirez, observez et laissez passer. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce que tu vois sera bientôt transformé par la nature, puis remplacé par autre chose. Cette pensée n'est pas sombre, elle est profondément libératrice. Règle 4. Réduire ses désirs pour plus de paix. Nous vivons dans un monde qui nous pousse toujours à vouloir plus. Une nouvelle voiture, un meilleur téléphone, une plus grande maison. Pourtant, regardez autour de vous. Les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui possèdent le plus, mais celles qui désirent le moins. Le stoïcisme nous enseigne un paradoxe puissant. La vraie richesse consiste à limiter ses désirs. Imaginez 2 verres d'eau. Le premier est à moitié vide, l'autre à moitié plein. La quantité est identique, mais votre expérience change tout. C'est la même chose dans la vie. Ce n'est pas ce que vous avez qui compte, mais la façon dont vous le regardez. La gratitude transforme ce qui est ordinaire en extraordinaire. Combien de fois avons-nous obtenu quelque chose que nous désirions ardemment, pour nous en lasser quelques semaines plus tard? Ce nouveau téléphone qui nous semblait indispensable finit par devenir banal. Le problème n'est pas dans l'objet, mais dans notre esprit qui croit que la satisfaction vient de l'extérieur. Les stoïciens savaient que le contentement est une compétence intérieure. Prenons un exemple concret. Vous rêvez de vacances au soleil. Pendant des mois, vous y pensez sans cesse. Puis vous y allez, c'est merveilleux. Mais une semaine plus tard, vous êtes déjà en train de planifier la prochaine escapade. Le bonheur semble toujours à portée de main, mais il vous glisse entre les doigts. Et si la clé était d'apprécier pleinement ce que vous avez déjà? Essayez cet exercice simple. Chaque soir, notez 3 choses banales dont vous êtes reconnaissant. Un repas chaud, un sourire échangé, un moment de calme. Petit à petit, vous entraînerez votre esprit à avoir l'abondance qui vous entoure déjà. Vous découvrirez que le bonheur ne se trouve pas dans l'addition, mais dans la soustraction, celle de nos désirs superflus. Les publicités nous murmurent sans cesse. Tu seras heureux quand tu auras ceci. Mais c'est un piège. Sénèque le disait clairement. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. La liberté véritable commence quand nous arrêtons de courir après ce que nous n'avons pas pour apprécier ce que nous avons. Attention, cela ne signifie pas renoncer à toute ambition. Il s'agit simplement de distinguer les désirs qui nous élèvent de ceux qui nous épuisent. Vouloir progresser dans son travail est noble. Croire qu'on sera enfin heureux après la prochaine promotion est illusoire. Le contentement doit être présent à chaque étape, pas reporté à un hypothétique futur. Regardez les enfants, ils peuvent être parfaitement heureux avec un simple bâton et leur imagination. Puis en grandissant, nous perdons cette capacité. Nous compliquons tout. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette simplicité, à nous émerveiller à nouveau des choses ordinaires qui constituent l'essentiel de nos vies. Quand vous sentez que l'insatisfaction vous gagne, posez-vous cette question radicale. De quoi ai-je vraiment besoin? La réponse vous surprendra. Nous avons besoin de si peu pour être heureux, de nourriture, d'un toit, de relations authentiques. Tout le reste est bonus. Apprendre cette distinction,
c'est s'offrir un trésor que personne ne pourra vous prendre. La prochaine fois qu'un désir vous tourmente, souvenez-vous, chaque chose nouvelle que vous acquérez vous vole un peu de votre liberté. En simplifiant vos désirs, vous ne perdez rien d'important, vous gagnez la paix intérieure. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Voilà le véritable luxe. Règle 5. Vivre dans le présent. Combien de temps passons-nous ailleurs que là où nous sommes vraiment? À ruminer ce qui s'est passé hier, à anticiper ce qui viendra demain. Pendant ce temps, la vie, la vraie, nous échappe entre les doigts. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais oubliée. Le présent est le seul moment où nous pouvons réellement vivre. Regardez un enfant jouer. Il est tout entier dans son jeu, sans penser pour ce qui précède ou ce qui suit. Cette capacité naturelle, nous la perdons en grandissant. Nous transformons notre esprit en machine à voyager dans le temps, sauf que ce voyage a un coût. Il nous vole l'instant présent, le seul qui compte vraiment. Prenons une situation banale. Vous marchez dans la rue en pensant à votre réunion de demain. Du coup, vous ne voyez pas le ciel bleu, vous n'entendez pas les oiseaux, vous ne remarquez pas le sourire d'un passant. Vous êtes physiquement là, mais mentalement absent. Le stoïcisme nous invite à cesser cette fuite permanente. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai de l'ingratitude, de la méchanceté, de l'égoïsme. » Non pas pour se morfondre, mais pour se rappeler que chaque journée apporte son lot de défis à affronter ici et maintenant. Le passé est derrière, le futur incertain. Seul le présent est notre terrain d'action. Imaginez un funambule. S'il pense à la chute d'hier ou au dernier pas qu'il devra faire, que se passe-t-il? Il tombe. Son secret? Rester concentré sur chaque mouvement, ici, maintenant. Notre vie est semblable. Nous traversons l'existence sur une corde raide et seule une attention totale au moment présent nous permet d'avancer en équilibre. Comment pratiquer cela concrètement? Commencez par des exercices simples. En mangeant, mangez vraiment. Sentez les textures, les saveurs. En parlant à quelqu'un, écoutez vraiment, sans préparer votre réponse pendant qu'il parle. Ces petits ancrages dans le présent sont des muscles que vous pouvez développer jour après jour. Attention, vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas préparer l'avenir. Les stoïciens passaient justement beaucoup de temps à se préparer. La différence? Ils le faisaient dans le présent, consciemment, au lieu de se perdre dans des projections anxieuses. Planifier est une action présente. S'inquiéter est une fuite du présent. Quand vous vous surprenez à être happé par le passé ou le futur, utilisez ce rappel simple. Où suis-je physiquement en ce moment? Ramenez votre attention à votre respiration, aux sensations de votre corps. Ce petit geste mental vous réancrera dans l'ici et maintenant, là où la vie se déroule réellement. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir aux autres, c'est votre présence totale. Une conversation où vous êtes vraiment là vaut 100 conversations distraites. Un repas savouré pleinement vaut mieux que 10 repas mangés machinalement. C'est cela, la richesse du présent. Rappelez-vous ceci, hier est une histoire, demain un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Le stoïcisme ne nous demande pas d'oublier le passé ou de négliger l'avenir, mais de reconnaître que c'est toujours dans le moment présent que nous construisons notre vie, pensée par pensée, action par action. Règle 6. Simplicité volontaire. Notre monde moderne nous étouffe sous les objets, les notifications, les sollicitations permanentes. Nous croulons sous le poids du superflu sans même nous en rendre compte. Le stoïcisme nous propose une voie différente, celle de la simplicité volontaire. Non par privation, mais par libération. Car moins posséder, c'est paradoxalement se sentir plus riche. Imaginez votre esprit comme une pièce encombrée. Plus il y a d'objets, moins vous trouvez ce dont vous avez vraiment besoin. Maintenant, videz cette pièce. Ne gardez que l'essentiel. Soudain, tout devient clair, accessible, paisible. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie quand nous choisissons délibérément de simplifier. Prenons un exemple concret. Votre placard déborde de vêtements, pourtant vous portez toujours les mêmes. Chaque matin,
Ce trop-plein vous stresse sans que vous en ayez conscience. Maintenant imaginez ne garder que ce que vous aimez vraiment porter. Ce simple geste vous libère du poids des choix inutiles et vous fait gagner un temps précieux. Les stoïciens de l'Antiquité pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient l'exercice de pauvreté. Ils se privaient volontairement de certains conforts pour se rappeler une vérité essentielle. Le bonheur ne vient pas des possessions. Sénèque, riche ministre, s'astreignait ainsi à vivre plusieurs jours par mois avec le strict minimum. Non par masochisme, mais pour ne jamais oublier que nous n'avons besoin que de peu pour être heureux. Appliquez cela à votre quotidien. Commencez par ce qui vous encombre physiquement, ces objets que vous gardez au cas où, ces vêtements que vous ne portez plus, ces gadgets inutiles. Puis étendez ce principe à votre temps, ces réseaux sociaux qui vous pompent votre énergie, ces activités sociales auxquelles vous participez par obligation. Chaque chose dont vous vous débarrassez vous rend un peu plus libre. Attention, la simplicité volontaire n'est pas un concours d'ascétisme. Il ne s'agit pas de vivre dans une cellule nue, mais de ne garder autour de soi que ce qui a du sens. Un livre qu'on aime vaut mieux qu'une bibliothèque pleine de livres qu'on ne lira jamais. Une vraie relation vaut mieux que 100 contacts superficiels. C'est l'art subtil de distinguer l'essentiel du superflu. Observez comment la nature fonctionne. Un arbre perd naturellement ses feuilles mortes pour préserver son énergie. Nous devrions en faire autant avec nos vies. Régulièrement, faisons le tri dans nos possessions, nos engagements, nos relations mêmes. Ce qui ne nous nourrit plus nous appauvrit en réalité, car cela occupe de l'espace qui pourrait être dédié à ce qui compte vraiment. Le paradoxe, c'est qu'en possédant moins, nous gagnons en qualité de vie. Moins de choses à entretenir signifie plus de temps pour vivre. Moins de distractions signifie plus d'attention pour ce qui importe. Moins de superficialité signifie plus de profondeur. La simplicité volontaire est un chemin vers l'abondance véritable. Commencez petit aujourd'hui même. Choisissez un tiroir, une étagère, un coin de votre maison et demandez-vous: est-ce que cet objet ajoute vraiment de la valeur à ma vie? Vous serez surpris de voir combien de choses nous gardons par habitude, non par nécessité ou plaisir. Chaque objet libéré est un poids en moins sur vos épaules. La simplicité stoïcienne n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Le but n'est pas d'avoir moins, mais d'être plus présent, plus libre, plus aligné avec ce qui donne véritablement sens à notre existence. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Voilà peut-être la plus grande des richesses. Nous vivons dans une société qui mesure souvent le succès à l'aune des possessions matérielles. Plus on a, plus on est censé être heureux. Pourtant, regardez autour de vous. Les personnes les plus sereines ne sont pas celles qui accumulent, mais celles qui savent se contenter de peu. La simplicité volontaire, telle que la concevaient les stoïciens, n'est pas une privation, mais un recentrage sur ce qui nourrit véritablement l'âme. En éliminant le superflu, nous faisons de la place pour l'essentiel. Les relations authentiques, les expériences enrichissantes, la paix intérieure. Ce n'est pas un renoncement, mais une libération. Moins nous possédons, moins nous sommes possédés par nos possessions. Prenez un moment pour observer votre environnement quotidien. Combien d'objets autour de vous sont réellement utiles ou source de joie? Combien, au contraire, encombrent votre espace et votre esprit sans même que vous en soyez conscient? Le désordre extérieur crée bien souvent un désordre intérieur. En simplifiant notre cadre de vie, nous clarifions aussi nos pensées. Les stoïciens recommandaient de vivre avec sobriété non par ascétisme, mais pour éviter que l'attachement aux biens matériels ne devienne une source d'anxiété. Quand nous possédons moins, nous avons moins à perdre, et donc moins à craindre. Réfléchissez à votre relation avec le temps. Combien d'heures passez-vous à entretenir, ranger, nettoyer ou gérer des objets dont vous n'avez pas vraiment besoin? Chaque possession exige de l'attention, de l'énergie, de l'espace mental. En réduisant volontairement le nombre de choses que nous possédons, nous libérons du temps précieux pour ce qui compte vraiment. Lire, créer, méditer, passer du temps avec ceux que nous aimons. La simplicité volontaire est un échange. Nous abandonnons ce qui nous encombre pour gagner ce qui nous élève. Les distractions numériques sont un autre aspect de ce même problème.
Nous sommes bombardés en permanence d'informations, de notifications, de sollicitations qui fragmentent notre attention et épuisent notre énergie. Les stoïciens, s'ils vivaient aujourd'hui, nous conseilleraient sans doute de pratiquer une forme de minimalisme digital. Désencombrer son téléphone, réduire son temps sur les réseaux sociaux, reprendre le contrôle de son attention. Autant de moyens de retrouver une présence au monde plus calme et plus consciente. Ce n'est pas la technologie qu'il faut rejeter, mais l'usage excessif qui nous éloigne de nous-mêmes. Prenons l'exemple des relations sociales. Combien de personnes dans votre entourage drainent votre énergie sans rien vous apporter en retour? La simplicité volontaire s'applique aussi aux liens que nous entretenons. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de cultiver délibérément des relations authentiques et nourrissantes, tout en laissant aller celles qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes devenu. Comme pour les objets matériels, moins peut souvent signifier mieux. Quelques amitiés profondes valent mieux qu'une multitude de relations superficielles. La nourriture est un autre domaine où la simplicité peut transformer notre quotidien. Au lieu de courir après les dernières tendances alimentaires ou de remplir nos placards de produits transformés, revenons à l'essentiel, des aliments simples, nutritifs, consommés avec gratitude. Les stoïciens pratiquaient souvent des jeûnes ou des repas frugaux pour se rappeler que nous n'avons besoin que de peu pour être nourris. Manger moins, mais mieux, en pleine conscience, est une forme de simplicité volontaire qui profite autant au corps qu'à l'esprit. Notre travail, lui aussi, peut être repensé à travers ce prisme. Combien d'entre nous s'épuisent à accumuler les heures supplémentaires pour acheter des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin? Et si, au lieu de chercher à gagner toujours plus, nous apprenions à désirer moins? Cela ne signifie pas renoncer à toute ambition, mais simplement aligner nos efforts sur ce qui compte vraiment pour nous. Travailler moins pour vivre mieux, dépenser moins pour stresser moins. C'est cela, l'élégance stoïcienne. La simplicité volontaire est aussi une question de mentalité. Combien de soucis inutiles proviennent de notre tendance à compliquer les choses? Les stoïciens recommandaient de revenir sans cesse à la question essentielle. Quel est le problème réel ici? Souvent, nous nous perdons dans des scénarios catastrophes imaginaires ou des complications que nous créons nous-mêmes. En adoptant une pensée plus directe, plus claire, nous économisons une énergie mentale considérable. Enfin, la simplicité volontaire est un acte de résistance. Dans un monde qui pousse à la consommation effrénée, choisir de vivre avec moins est un geste radical. C'est affirmer que notre valeur ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes. C'est refuser de se laisser définir par des objets ou des apparences. Les stoïciens voyaient dans cette sobriété une forme de liberté. La liberté de ne pas être esclave de ses propres désirs. Pour commencer, rien ne sert de tout changer d'un coup. La simplicité volontaire est un chemin, pas une destination. Chaque jour, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux laisser aller aujourd'hui? Un objet inutile, une habitude qui ne vous sert plus, une pensée qui vous encombre. Petit à petit, vous sentirez votre vie devenir plus légère, plus spacieuse, plus alignée avec ce qui compte vraiment. Et c'est là que vous découvrirez la véritable abondance, non dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous avez choisi de ne plus porter. Règle 7. Accepte les obstacles comme faisant partie du chemin. La vie ressemble parfois à un chemin de montagne. Plus on avance, plus on rencontre d'obstacles. Mais au lieu de les maudire, et si nous apprenions à les voir comme des compagnons de route indispensables? Les stoïciens avaient une vision radicale des épreuves. Ce ne sont pas des punitions, mais des occasions de mettre en pratique notre force intérieure. Imaginez un instant que tout vous soit facile. Comment deviendriez-vous plus fort, plus sage? C'est dans l'effort que nos muscles se développent, et c'est pareil pour notre caractère. Quand un obstacle se dresse devant vous, posez-vous cette question puissante. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Peut-être découvrirez-vous une patience que vous ne soupçonniez pas, une créativité endormie ou une ténacité nouvelle. Les difficultés sont comme des miroirs qui révèlent nos ressources cachées. Marc Aurèle lui-même, empereur tout-puissant, voyait chaque défi comme une chance de progresser. Il écrivait « L'obstacle devient la voie », une phrase qui résume toute la sagesse stoïcienne face aux épreuves. Prenons un exemple concret,
vous perdez votre emploi. Sur le moment, c'est un choc, une peur, une remise en question. Mais avec du recul, combien de personnes ont découvert leur véritable vocation après un licenciement? Combien ont trouvé un travail plus épanouissant ou même créé leur entreprise? L'obstacle initial est devenu le tremplin vers quelque chose de mieux. Bien sûr, cela demande du temps et du courage, mais c'est précisément ce processus qui nous transforme. Les stoïciens pratiquaient un exercice étonnant. Ils imaginaient délibérément les pires scénarios pour s'y préparer mentalement. Non par pessimisme, mais pour se rendre compte qu'ils pourraient les surmonter. Essayez cet exercice. Prenez une difficulté actuelle et demandez-vous, quel serait le pire qui puisse arriver? Et comment pourrais-je y faire face? Vous verrez que même le pire scénario contient en germe des solutions possibles. Cette préparation mentale nous rend plus forts avant même que l'épreuve ne se présente. Regardez la nature. Un arbre qui pousse à l'abri du vent développe des racines fragiles. C'est seulement en affrontant les tempêtes qu'il devient assez solide pour résister aux intempéries. Nous fonctionnons de la même manière. Chaque fois que vous traversez une épreuve, vous développez une nouvelle forme de résilience qui vous servira plus tard. Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour vous rendre capable d'aller plus loin que vous ne l'imaginiez. Certaines personnes voient les difficultés comme des murs infranchissables. D'autres, comme les stoïciens, y voient des portes vers une version plus forte d'eux-mêmes. La différence? La perspective. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?» essayez « À quoi cela me sert-il ?» Ce simple changement de question transforme l'obstacle en allié. Même une petite contrariété quotidienne, un retard, une dispute, peut devenir une occasion de pratiquer la patience ou la maîtrise de soi. Quand vous regardez en arrière, vous réaliserez souvent que vos plus grandes leçons de vie sont venues des moments difficiles, pas des faciles. Ces épreuves vous ont sculpté, affiné, rendu plus humain. Sans elles, seriez-vous la personne que vous êtes aujourd'hui? Les stoïciens croyaient que rien n'arrive par hasard. Chaque défi est placé sur notre chemin pour nous faire grandir d'une manière spécifique dont nous avons besoin. Alors la prochaine fois qu'un obstacle se présentera, au lieu de vous décourager, essayez cette approche stoïcienne. Identifiez quelles vertus vous pouvez pratiquer grâce à lui. Est-ce le courage? La persévérance? L'humilité? En voyant l'épreuve comme un terrain d'entraînement pour votre caractère, vous transformez l'adversité en opportunité. Comme le disait Épictète, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement sur les événements. Rappelez-vous ceci, une vie sans obstacle serait comme une mer toujours calme, paisible peut-être, mais qui ne ferait jamais de vous un bon navigateur. Les tempêtes, aussi désagréables soient-elles, sont ce qui vous apprend à tenir le cap. En acceptant les difficultés comme partie intégrante du voyage, vous ne les subissez plus, vous les utilisez pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est là toute la puissance de la philosophie stoïcienne face aux épreuves. Les obstacles que nous rencontrons ne sont jamais des hasards malheureux, mais des étapes nécessaires sur notre chemin d'évolution. Pensez à un sculpteur travaillant son bloc de marbre. Chaque coup de ciseau semble détruire la matière, mais c'est précisément ce processus qui révèle la beauté cachée. De la même manière, chaque épreuve que nous traversons nous sculpte, nous affine, nous transforme en une version plus accomplie de nous-mêmes. Les stoïciens comprenaient que sans résistance, il ne peut y avoir de progrès véritable. Un muscle ne se développe qu'en affrontant des poids plus lourds, et notre caractère ne se forge que dans l'adversité. Lorsque nous considérons les obstacles comme des ennemis, nous gaspillons une énergie précieuse à les combattre au lieu de les utiliser. Imaginez un navigateur maudissant le vent contraire plutôt que d'ajuster ses voiles. La sagesse stoïcienne nous enseigne à adopter cette même flexibilité face aux difficultés. Ce qui semble d'abord être un contretemps peut devenir un changement de direction salutaire. Combien d'inventions géniales sont nées d'un problème à résoudre? Combien de parcours inspirants ont commencé par un échec cuisant? L'obstacle n'est jamais la fin du chemin, mais souvent le début d'une nouvelle voie. Notre société nous conditionne à croire que le confort et la facilité sont des idéaux à atteindre. Pourtant, regardez les personnes qui ont vécu des existences protégées de toute épreuve. Elles sont souvent fragiles, peu préparées aux aléas de la vie.
À l'inverse, ceux qui ont surmonté des difficultés développent une force tranquille, une capacité d'adaptation remarquable. Les stoïciens cultivaient délibérément cette résilience en s'exposant volontairement à des situations inconfortables. Ils savaient qu'en s'habituant à supporter de petites difficultés, ils se préparaient à affronter les grandes. Chaque obstacle porte en lui une leçon spécifique dont nous avons besoin à ce moment précis de notre parcours. Quand une porte se ferme, ce n'est pas tant pour nous punir que pour nous orienter vers une direction plus alignée avec notre croissance. La vie a une étrange manière de nous protéger de nous-mêmes, même lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes sur le moment. Les stoïciens recommandaient de chercher systématiquement le cadeau caché dans chaque revers. Qu'est-ce que cette situation veut m'enseigner ? Est une question bien plus puissante que « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Les plus grands hommes et femmes de l'histoire ont tous connu des échecs retentissants avant d'atteindre leur succès. Winston Churchill échoua spectaculairement en politique avant de devenir le Premier ministre qui sauva l'Angleterre. Thomas Edison fit des milliers de tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule électrique. Leur point commun, ils considéraient chaque échec non comme une fin, mais comme une étape nécessaire. Cette perspective stoïcienne transforme complètement notre rapport aux difficultés. Ce n'est plus « j'ai échoué », mais « j'ai trouvé une manière qui ne fonctionne pas ». Dans les arts martiaux, on enseigne que c'est en tombant 1000 fois qu'on apprend vraiment à se relever. Cette philosophie s'applique à tous les domaines de la vie. Chaque fois que nous trébuchons, nous développons des réflexes nouveaux, une meilleure connaissance de nos limites, une compréhension plus fine du terrain. Les obstacles sont comme ces partenaires d'entraînement qui nous poussent à nous dépasser. Sans eux, nous resterions éternellement au même niveau. La prochaine fois que vous ferez face à une difficulté, essayez de la voir comme ce partenaire exigeant mais bienveillant qui vous aide à progresser. La nature nous offre de magnifiques exemples de cette alchimie transformatrice. Le saumon doit remonter des courants puissants pour atteindre son lieu de reproduction, et c'est précisément cet effort qui le rend plus fort. Le bambou japonais semble ne rien faire pendant des années avant de pousser de plusieurs mètres en quelques semaines. Mais sous terre, il développe pendant tout ce temps un système racinaire solide. Nos épreuves fonctionnent de la même manière. Ce qui semble être de la stagnation est souvent une période de préparation invisible. Beaucoup de gens abandonnent juste avant le moment où tout aurait pu changer. Ils prennent leur échec pour une fatalité plutôt que pour une étape transitoire. Les stoïciens, au contraire, cultivaient la ténacité, cette capacité à persévérer tout en restant flexibles dans les méthodes. Quand une voie est bloquée, ils en cherchaient une autre sans abandonner leur objectif fondamental. Cette combinaison de détermination et d'adaptabilité est peut-être l'une des leçons les plus précieuses que nous offre la philosophie stoïcienne face aux obstacles. Il existe une différence cruciale entre souffrir inutilement et traverser volontairement des épreuves pour grandir. Les stoïciens ne prenaient pas la recherche de la douleur pour elle-même, mais l'acceptation des difficultés inévitables comme occasion de progrès. Cette nuance change tout. Il ne s'agit pas de se complaire dans la souffrance, mais de l'utiliser comme carburant pour notre évolution. Quand nous adoptons cette perspective, nous ne sommes plus des victimes passives des circonstances, mais des acteurs conscients de notre propre transformation. En fin de compte, les obstacles les plus difficiles à surmonter sont souvent ceux que nous nous imposons nous-mêmes. Nos peurs, nos croyances limitantes, nos résistances au changement. Les épreuves extérieures ne font que révéler ces blocages internes. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur le travail intérieur. En transformant notre perception des difficultés, nous transformons leur impact sur nous. Un même obstacle peut briser une personne et en fortifier une autre. Tout dépend du regard qu'on y porte. En choisissant délibérément de voir chaque épreuve comme une opportunité de grandir, nous devenons progressivement invincibles, non parce que nous n'avons plus de difficultés, mais parce que nous avons appris à les utiliser comme tremplin. Règle 8. Aie confiance dans le timing de la vie. La vie a son propre rythme, et ce rythme ne dépend pas de nos impatiences. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à vouloir tout de suite. Des résultats rapides, des succès immédiats, des solutions instantanées. Mais la nature nous rappelle chaque jour que certaines choses ne peuvent être forcées. Un arbre ne pousse pas plus vite parce qu'on tire sur ses branches,
et un fruit ne mûrit pas avant son heure. Le stoïcisme nous enseigne cette sagesse simple. Faire confiance au timing de la vie, c'est accepter que certaines choses demandent du temps et que ce temps n'est pas du gaspillage, mais une nécessité. Combien de fois nous sommes-nous impatientés pour des choses qui, finalement, sont arrivées au bon moment? Combien de fois avons-nous réalisé, avec le recul, que si nous avions obtenu ce que nous voulions plus tôt, nous n'aurions pas été prêts à le recevoir? Les stoïciens croyaient que l'univers a un ordre naturel et que nos vies s'inscrivent dans cet ordre. Quand nous luttons contre ce flux, nous créons une résistance inutile, comme un nageur qui s'épuiserait à remonter le courant au lieu de se laisser porter par lui. Prenons un exemple concret. Vous postulez pour un emploi que vous voulez absolument, mais la réponse tarde à venir. Vous pourriez ruminer, stresser, harceler les recruteurs, ou vous pourriez choisir de faire confiance. Peut-être qu'un autre candidat était mieux adapté pour ce poste précis. Peut-être qu'un mois plus tard, une opportunité bien plus alignée avec vos compétences se présentera. En vous impatientant, vous ne changez rien à la situation. Vous ne faites qu'ajouter de la souffrance à l'attente. La patience stoïcienne n'est pas de la passivité, c'est une forme d'intelligence. Agir sur ce qui dépend de nous et laisser le reste suivre son cours. La nature est remplie d'exemples qui illustrent cette règle. Une graine plantée en hiver ne germera pas plus vite parce qu'on l'arrose frénétiquement. Elle a besoin du cycle des saisons. De la même manière, nos projets, nos relations, nos transformations personnelles ont leur propre saison. Certaines choses demandent de l'action, d'autres demandent simplement de l'attente active. Les stoïciens appelaient cela l'art du bon moment, savoir quand pousser et savoir quand laisser faire. Notre impatience vient souvent de la peur. Peur de manquer quelque chose, peur de ne pas y arriver, peur d'être laissé pour compte. Mais ces peurs sont des illusions. La vie n'est pas une course où celui qui arrive premier gagne. C'est un voyage où chacun a son propre itinéraire. Quand nous comparons notre rythme à celui des autres, nous oublions que nous ne voyons que leur surface, jamais leur lutte cachée. Marc Aurèle lui-même, empereur de Rome, écrivait « Tout ce qui t'est utile arrivera à temps, même si tu ne le reconnais pas immédiatement. » Alors, comment cultiver cette confiance dans le timing de la vie? Commencez par observer les moments où vous vous sentez pressé, anxieux, impatient. Posez-vous alors cette question, est-ce que mon impatience change quelque chose? Si la réponse est non, et elle l'est presque toujours, recentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions du moment, votre état d'esprit, votre capacité à rester présent. Le reste viendra quand ce sera le bon moment, pas avant, pas après. Les stoïciens pratiquaient souvent des exercices de memento mori, se rappeler que le temps est limité. Paradoxalement, cela ne les rendait pas plus pressés, mais plus sereins. En acceptant que notre temps soit compté, nous apprenons à mieux le respecter, à ne pas le gaspiller dans l'impatience ou la résistance. Chaque phase de la vie a sa raison d'être. Les périodes d'attente nous préparent, les obstacles nous renforcent, les succès nous récompensent. Tout est interconnecté. Quand vous sentez que l'impatience vous gagne, rappelez-vous cette métaphore. Vous êtes comme un fermier qui a planté ses graines. Vous avez fait votre part. Maintenant, vous devez laisser la pluie, le soleil et la terre faire le reste. Vous ne maîtrisez pas la météo, mais vous pouvez avoir confiance dans le processus. La vie fonctionne de la même manière. Faites ce qui dépend de vous et laissez le reste se déployer naturellement. En fin de compte, faire confiance au timing de la vie, c'est accepter que nous ne voyons qu'une infime partie du tableau. Ce qui nous semble être un retard peut être une protection. Ce qui nous semble être un échec peut être une redirection. Les stoïciens croyaient que tout arrive pour une raison. Non pas une raison magique, mais une raison pratique. Chaque expérience nous prépare pour la suivante. Alors, au lieu de lutter contre le temps, apprenez à danser avec lui. La patience n'est pas de l'attente. C'est une action intérieure, une forme de sagesse active qui nous permet de vivre pleinement chaque étape du voyage. La vie moderne nous conditionne à vouloir tout contrôler, tout planifier, tout anticiper. Nous avons des agendas surchargés, des objectifs à court terme, des deadlines serrés. Dans ce tourbillon, nous oublions que certaines choses échappent à notre volonté et ont besoin de leur propre temps pour mûrir.
Les stoïciens observaient comment la nature suit des cycles immuables. Les fleurs ne s'ouvrent pas parce que nous le décidons, mais quand les conditions sont réunies. Appliquer cette sagesse à notre existence signifie accepter qu'il y a un moment pour semer, un moment pour attendre et un moment pour récolter, sans pouvoir brusquer ce processus naturel. L'impatience est souvent le reflet de notre incapacité à vivre pleinement le présent. Quand nous sommes obsédés par l'avenir, nous passons à côté des opportunités qui sont devant nous maintenant. Un musicien ne devient pas virtuose en rêvant du concert final, mais en s'exerçant patiemment chaque jour. De même, nos vies se construisent dans ces petits moments répétés où nous faisons ce qui est en notre pouvoir, sans nous laisser distraire par ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens recommandaient de se concentrer sur l'action juste ici et maintenant, en laissant le résultat suivre son cours naturel. Nous commettons souvent l'erreur de croire que si quelque chose ne se produit pas selon nos délais, c'est un échec. Mais l'histoire regorge d'exemples où ce qui semblait être un retard s'est révélé être une bénédiction. Combien d'écrivains ont été refusés par des éditeurs pour finalement trouver le bon qui propulserait leur carrière? Combien de relations se sont formées au mauvais moment pour devenir les plus solides? Le timing parfait existe rarement selon nos critères humains limités. La sagesse consiste à faire de son mieux tout en restant ouvert aux surprises que le destin nous réserve. Les enfants nous offrent une belle leçon sur le temps. Observez un petit qui apprend à marcher. Il tombe 100 fois sans jamais se décourager, sans se dire qu'il est en retard, sans se comparer aux autres. Il suit simplement son rythme interne jusqu'à ce que cela fonctionne. En grandissant, nous perdons cette innocence et cette confiance naturelle. Nous voulons tout maîtriser, tout accélérer. Les stoïciens nous invitent à retrouver cette patience fondamentale, cette certitude que chaque chose arrive quand nous sommes prêts à la recevoir, pas avant. Dans nos relations aussi, le timing joue un rôle crucial. Forcer une amitié ou une relation amoureuse ne mène qu'à des connexions superficielles. Les liens profonds demandent du temps pour s'enraciner, comme un arbre qui a besoin de saisons pour développer un système racinaire solide. Les stoïciens conseillaient de cultiver les relations avec constance et authenticité, sans vouloir précipiter l'intimité ou les résultats. Ce qui est vrai et durable ne peut être bâti dans la précipitation. Notre société valorise la vitesse, mais certaines des réalisations les plus durables de l'humanité ont demandé des décennies, voire des siècles. Les cathédrales gothiques n'ont pas été construites en un jour. Les grandes œuvres littéraires ont souvent mûri pendant des années dans l'esprit de leurs auteurs. Quand nous acceptons que les projets significatifs demandent du temps, nous libérons une pression immense. Nous pouvons alors avancer pas à pas, jour après jour, en faisant confiance au processus plutôt qu'à des résultats immédiats. La frustration face au temps qui passe est souvent liée à nos attentes irréalistes. Nous voulons maîtriser des compétences complexes en quelques semaines, voir nos entreprises prospérer en quelques mois, résoudre des problèmes personnels en quelques jours. Les stoïciens pratiquaient l'art de diviser les grands objectifs en petites actions quotidiennes réalisables. Au lieu de se focaliser sur la montagne lointaine, ils concentraient leur attention sur le prochain pas à faire. Cette approche transforme l'attente en une série de petites victoires qui, accumulées, mènent naturellement au changement souhaité. Il existe une différence cruciale entre procrastiner et respecter le timing naturel des choses. La procrastination est de l'inaction par peur ou paresse, tandis que le respect du timing est une action consciente alignée sur les circonstances. Un agriculteur ne sème pas en hiver non par paresse, mais parce qu'il sait que la terre n'est pas prête. De même, dans nos vies, il y a des moments pour agir avec audace et d'autres pour observer patiemment. La sagesse stoïcienne consiste à discerner ces moments sans se laisser guider par l'impatience ou la peur. Quand nous apprenons à faire confiance au rythme de la vie, nous découvrons une paix intérieure surprenante. Les inquiétudes sur l'avenir diminuent, la comparaison avec les autres perd son importance, et nous devenons plus attentifs aux signes et opportunités qui se présentent naturellement. Comme le disait Sénèque, chaque nouveau jour est une petite vie. En vivant pleinement chaque journée sans obsession pour demain, nous construisons une existence riche et cohérente, pierre après pierre, moment après moment. En fin de compte, le temps n'est ni notre ennemi ni notre allié. C'est simplement le cadre dans lequel notre histoire se déroule. Les stoïciens croyaient que notre tâche n'est pas de contrôler ce cadre,
mais de jouer notre rôle avec excellence quel que soit le moment. Quand nous arrêtons de lutter contre le temps, nous découvrons qu'il devient un compagnon plutôt qu'un adversaire. Les graines que nous plantons aujourd'hui avec patience et persévérance porteront des fruits quand ce sera le bon moment, pas selon nos désirs impatients, mais selon la sagesse silencieuse de la vie elle-même. Règle 9. Ne laisse pas les autres dicter ton bonheur. Combien de fois avons-nous laissé le regard des autres influencer nos choix? Combien de rêves avons-nous mis de côté par peur du jugement? Le stoïcisme nous rappelle une vérité libératrice. Notre bonheur ne dépend pas des opinions extérieures, mais de notre capacité à rester fidèle à nos valeurs profondes. Imaginez un arbre en pleine tempête. Ses branches peuvent plier sous le vent, mais ses racines restent fermement ancrées dans le sol. Nous devrions en faire autant. Écouter les autres avec bienveillance, mais ne jamais laisser leurs paroles ébranler ce que nous savons juste au plus profond de nous-mêmes. Nous vivons dans un monde où les likes, les commentaires et les apparences semblent dicter notre valeur. Pourtant, regardez autour de vous. Les personnes les plus épanouies sont souvent celles qui ont appris à se libérer de ce besoin d'approbation constante. Les stoïciens pratiquaient un exercice puissant. Ils s'imaginaient ce que penseraient d'eux les gens dans 100 ans. Cette perspective les aidait à relativiser l'importance des jugements immédiats. Après tout, dans un siècle, qui se souviendra de ce que vos voisins pensaient de vos choix de vie? Prenons un exemple concret. Vous hésitez à quitter un travail stable pour poursuivre une passion, mais vous craignez ce que diront vos proches. Posez-vous cette question. Dans 20 ans, lequel de ces deux scénarios regretterai-je le plus? Souvent, nos plus grands regrets ne concernent pas ce que nous avons fait, mais ce que nous n'avons pas osé faire par peur du regard des autres. Comme le disait Épictète, si tu veux améliorer ta vie, abandonne l'opinion que les autres doivent approuver. Il est naturel de vouloir être aimé et accepté. C'est un besoin humain fondamental. Mais lorsque ce besoin devient une obsession, il nous emprisonne. Nous commençons à vivre selon des standards qui ne sont pas les nôtres, à porter des masques pour plaire, à étouffer nos véritables aspirations. Les stoïciens distinguaient clairement ce qui dépend de nous, nos actions, nos valeurs, et ce qui n'en dépend pas, les réactions des autres. Cette distinction simple mais profonde est la clé de l'authenticité. Certaines personnes essaieront toujours de vous décourager, souvent sans même s'en rendre compte. Par peur, par jalousie, ou simplement parce que votre chemin remet en question le leur. Face à cela, vous avez deux options. Vous adapter constamment à leurs attentes, ou cultiver ce que Marc Aurèle appelait une citadelle intérieure, un espace mental où vos convictions restent inébranlables quelles que soient les tempêtes extérieures. La seconde option demande du courage, mais elle est la seule qui mène à une paix durable. Comment pratiquer cette indépendance d'esprit au quotidien? Commencez par de petites choses. Exprimez une opinion différente dans une conversation banale. Portez ce qui vous plaît vraiment, pas ce qui est à la mode. Passez une journée sans chercher de validation sur les réseaux sociaux. Ces petits actes d'authenticité sont comme des muscles que vous renforcez progressivement. Avec le temps, vous découvrirez une joie nouvelle, celle d'être pleinement vous-même, sans excuse ni justification. Attention, se libérer du besoin d'approbation ne signifie pas devenir insensible ou égoïste. Les stoïciens prônaient au contraire la bienveillance et le service aux autres. La différence cruciale est que vos actions viennent alors d'un choix conscient, non d'une peur ou d'une pression sociale. Vous pouvez écouter les conseils avec humilité tout en gardant votre libre arbitre. Vous pouvez aimer les autres sans dépendre de leur amour pour vous définir. Observez les enfants avant qu'ils n'apprennent à se soucier des jugements. Ils dansent quand la musique les inspire, créent sans craindre l'échec, expriment leurs émotions librement. En grandissant, nous perdons cette spontanéité naturelle sous des couches de conditionnements sociaux. La pratique stoïcienne n'est pas de rejeter la société, mais de retrouver cette authenticité première tout en gardant la maturité et le discernement de l'âge adulte. Quand vous sentez que le poids des attentes extérieures vous oppresse, rappelez-vous cette vérité simple. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez toujours choisir comment y répondre. Leur opinion n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. En vous concentrant sur votre intégrité plutôt que sur votre image, vous découvrirez une forme de liberté que rien ni personne ne pourra vous enlever. En fin de compte,
La plus grande approbation que vous puissiez recevoir est celle que vous vous donnez à vous-même. Quand vous vous coucherez le soir, seul votre propre regard comptera vraiment. Avez-vous été fidèle à vos principes? Avez-vous agi avec courage et bienveillance? Si la réponse est oui, alors peu importe ce que le monde pense. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas sa durée qui compte, mais la qualité de votre jeu. Jouez donc votre rôle avec authenticité et laissez les autres réagir comme ils l'entendent. La quête d'approbation est comme une soif qui ne peut être étanchée. Plus vous en recevez, plus vous en voulez, créant ainsi une dépendance épuisante. Les stoïciens comparaient cela à construire sa maison sur les sables mouvants des opinions, changeantes plutôt que sur le roc solide de ses convictions. Quand vous basez votre estime de vous-même sur des critères externes, vous devenez l'esclave des caprices d'autrui. Un compliment vous porte au nu, une critique vous anéantit. Votre humeur devient un yo-yo émotionnel. La solution? Développez votre propre boussole intérieure, ce noyau inébranlable de valeurs personnelles qui vous guide indépendamment des applaudissements ou des huées. Ce n'est pas de l'orgueil, mais de la souveraineté sur votre propre vie. Nous avons tous connu cette sensation paralysante avant de prendre une décision importante. Que vont penser mes parents? Mes amis vont-ils me juger? Ces questions, bien que naturelles, deviennent toxiques lorsqu'elles prennent le pas sur notre voie intérieure. Les stoïciens pratiquaient un exercice révélateur. Imaginez que leur choix serait rendu public, non pour s'en inquiéter, mais pour tester leur authenticité. Si vous pouviez agir sans crainte du jugement, que feriez-vous différemment? Cette question est un puissant révélateur des domaines où nous laissons encore les autres dicter notre bonheur. La véritable maturité émotionnelle commence quand nous pouvons écouter les conseils avec gratitude tout en gardant la liberté de suivre notre propre chemin. Les réseaux sociaux ont amplifié ce besoin maladif d'approbation à l'échelle industrielle. Chaque publication devient un mini-référendum sur notre valeur personnelle, chaque like une dose de dopamine artificielle. Pourtant, regardez les personnalités les plus admirées. Ce ne sont pas celles qui cherchent désespérément à plaire, mais celles qui restent fidèles à leur essence. Les stoïciens, s'ils vivaient aujourd'hui, nous rappelleraient que le nombre de followers ne mesure pas la qualité d'une vie. Votre valeur intrinsèque ne fluctue pas avec les tendances algorithmiques. Essayez cet exercice radical. Passez une semaine sans publier quoi que ce soit, simplement pour observer votre relation à cette quête de validation externe. Vous découvrirez peut-être une paix oubliée. Dans les relations toxiques, ce besoin d'approbation devient particulièrement destructeur. Combien de personnes restent dans des situations néfastes simplement par peur de décevoir ou de faire des vagues? Les stoïciens enseignaient qu'aucune relation saine ne peut exiger de renier ses limites ou ses valeurs. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Et paradoxalement, c'est la base de relations plus authentiques. Quand vous arrêtez de jouer un rôle pour plaire, vous attirez des gens qui vous apprécient pour qui vous êtes vraiment, pas pour le masque que vous portez. Cette authenticité, bien que parfois inconfortable au début, est le fondement d'une vie sociale épanouissante. Le monde du travail est un autre terrain où ce besoin d'approbation peut nous détourner de notre voie. Combien choisissent une carrière pour satisfaire des attentes familiales ou sociales plutôt que par réelle vocation? Les stoïciens distinguaient clairement entre réussite sociale et accomplissement personnel. Un titre prestigieux ou un gros salaire ne valent rien s'ils vous obligent à trahir vos talents naturels et vos passions. Rappelez-vous, sur son lit de mort, personne ne regrette de ne pas avoir assez travaillé pour impressionner les autres, mais beaucoup regrettent de ne pas avoir eu le courage de vivre selon leurs propres termes. Votre mission est de trouver où se trouve votre excellence personnelle, pas de copier celle des autres. Les critiques, lorsqu'elles ne viennent pas de sources respectées, ne devraient pas avoir plus d'impact qu'un caillou lancé contre une forteresse. Pourtant, nous laissons souvent des remarques insignifiantes gâcher nos journées. Marc Aurèle gardait à l'esprit que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais nos jugements sur les choses. Une critique n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. Apprenez à trier les feedbacks. Écoutez avec attention ceux qui viennent de personnes bienveillantes et compétentes, laissez glisser les autres comme l'eau sur les plumes d'un canard. Cette capacité de discernement est une armure bien plus efficace que toute tentative de plaire à tout le monde.
L'art stoïcien de ne pas se soucier de l'opinion d'autrui ne doit pas être confondu avec du mépris ou de l'arrogance. Il s'agit plutôt d'une indifférence saine, semblable à celle d'un musicien qui joue pour l'amour de la musique plutôt que pour les applaudissements. Vous pouvez être aimable, serviable et attentionné, sans pour autant faire dépendre votre estime de vous des réactions que cela provoque. La nuance cruciale est dans l'intention. Agissez-vous par générosité authentique ou par besoin de reconnaissance? Ce qui vient du cœur nourrit votre âme, ce qui vient du besoin de plaire l'épuise. Notre peur du jugement est souvent liée à une illusion, croire que les autres pensent constamment à nous. En réalité, chacun est le protagoniste de son propre drame et nous ne sommes que des figurants dans l'histoire des autres. Cette prise de conscience peut être libératrice. La personne dont vous craignez tant le jugement est probablement trop occupée à s'inquiéter de ce que les autres pensent d'elle-même. Les stoïciens pratiquaient l'objectivation, se voir comme un simple être humain parmi des milliards, avec ses forces et ses faiblesses. Cette perspective humble mais réaliste dissipe bien des angoisses sociales. Le chemin vers l'indépendance émotionnelle passe par de petites victoires quotidiennes. Commencez par exprimer une préférence mineure, non, je ne veux pas de dessert. Puis progressez vers des positions plus significatives. Chaque fois que vous résistez à l'envie de modifier votre comportement pour plaire, vous renforcez votre muscle de l'authenticité. Avec le temps, vous développerez ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, une tranquillité d'âme qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ce n'est pas un état d'insensibilité, mais au contraire une sensibilité qui a appris à se protéger des influences néfastes. En fin de compte, la plus grande liberté est peut-être celle de pouvoir dire « Je suis qui je suis et cela me suffit ». Sans arrogance, sans défi, simplement comme un constat paisible. Les stoïciens croyaient que notre nature profonde et rationnelle est bonne. En cessant de la trahir pour plaire, nous retrouvons notre équilibre naturel. Votre bonheur est une responsabilité trop importante pour la confier aux opinions changeantes des autres. Comme le disait Épictète, « Si quelqu'un te disait que tu es un chien, en serais-tu affligé? Alors pourquoi être affligé quand on te dit autre chose ?» Cultivez cette indifférence sage face au jugement, et vous découvrirez une paix que personne ne pourra vous enlever. Règle 10. Fais confiance au cours naturel de l'univers. La vie ressemble à un grand fleuve qui coule inexorablement vers la mer. Nous avons le choix, nager à contre-courant dans une lutte épuisante, ou nous laisser porter par le courant en dirigeant simplement notre barque. Le stoïcisme nous enseigne cette sagesse profonde. Il y a une intelligence dans le cours naturel des choses que notre esprit limité ne peut toujours comprendre. Quand nous cessons de vouloir tout contrôler, nous découvrons une étrange paradoxe. En lâchant prise, nous gagnons en maîtrise. Non pas la maîtrise des événements extérieurs, mais celle, bien plus précieuse, de notre paix intérieure. Observez la nature autour de vous. Un jardinier ne tire pas sur ses plants pour les faire pousser plus vite. Un oiseau ne s'épuise pas à combattre le vent, il l'utilise pour planer. Ces enseignements silencieux nous rappellent qu'il existe un rythme naturel à toute chose. Nos vies modernes, obsédées par le contrôle et l'immédiateté, nous ont fait oublier cette vérité simple. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'amor fati, l'amour du destin, non par résignation, mais par reconnaissance que chaque moment, même difficile, fait partie d'un ensemble plus vaste que nous ne pouvons pleinement saisir. Combien d'énergie gaspillons-nous à résister à ce qui est, à ruminer des « si seulement » et des « pourquoi moi ». Cette résistance mentale est comme essayer d'arrêter les vagues avec ses mains. Non seulement c'est impossible, mais cela nous épuise inutilement. Quand vous acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle, vous libérez une énergie considérable pour agir sur ce qui dépend réellement de vous. C'est là toute la sagesse du fameux « Serenity Prayer ». Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Prenons un exemple concret. Vous avez postulé pour un emploi rêvé après avoir fait de votre mieux. Maintenant, deux options s'offrent à vous. Soit vous ruminez nuit et jour en imaginant tous les scénarios possibles, soit vous faites confiance au processus et concentrez votre énergie sur le présent. La première approche ne changera rien au résultat, mais vous épuisera. La seconde vous gardera disponible pour les opportunités qui se présentent,
quelle que soit l'issue. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Chaque événement, même décevant, contient en germe une nouvelle direction possible. Nos sociétés modernes nous ont conditionnés à croire que nous devons tout maîtriser, tout anticiper, tout planifier. Pourtant, les plus belles surprises de la vie viennent souvent des détours imprévus, des rencontres fortuites, des projets qui échouent pour laisser place à mieux. Les stoïciens comparaient la vie à une pièce de théâtre où nous ne connaissons pas le script complet. Notre rôle n'est pas de réécrire la pièce, mais de jouer notre partie avec excellence quelles que soient les circonstances. Cette acceptation active est bien différente de la passivité. C'est un choix conscient de coopérer avec la réalité plutôt que de la combattre. Le lâcher-prise stoïcien n'est pas une forme de paresse ou de fatalisme. Au contraire, c'est une stratégie intelligente qui reconnaît nos limites humaines. Imaginez un marin habile. Il ne peut contrôler le vent, mais il peut ajuster ses voiles. Il ne peut empêcher la tempête, mais il peut choisir comment la traverser. De même, dans nos vies, accepter ce que nous ne pouvons changer nous rend paradoxalement plus puissants, car nous concentrons alors nos efforts là où ils peuvent vraiment faire une différence. Beaucoup de nos souffrances viennent de notre attachement à des résultats spécifiques. Je serai heureux quand j'aurai ce travail, cette relation, cette reconnaissance. Pourtant, la vie suit rarement nos scénarios préétablis. Les stoïciens recommandaient de se concentrer sur l'action juste ici et maintenant, en laissant le résultat suivre son cours naturel. C'est ce qu'ils appelaient le détachement du fruit de l'action, faire de son mieux sans s'attacher obsessionnellement à l'aboutissement. Paradoxalement, c'est souvent quand nous lâchons prise sur le résultat que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Comment cultiver cette confiance dans le cours naturel des choses? Commencez par observer vos résistances mentales. Quand vous vous surprenez à penser, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce que cette résistance change quelque chose? Pratiquez l'art du « comme si ». Agissez comme si tout ce qui arrive était exactement ce dont vous avez besoin pour grandir. Avec le temps, vous développerez cette foi stoïcienne. Non pas une croyance naïve que tout ira bien, mais la certitude que vous avez les ressources pour faire face à tout ce qui vient. Les plus grandes œuvres de la nature, les forêts, les montagnes, les écosystèmes, se développent selon des rythmes qui nous dépassent. Nos vies personnelles ne font pas exception. Certaines graines mettent des années à germer, certaines compétences demandent des décennies à mûrir. En acceptant ces délais naturels plutôt qu'en voulant tout précipiter, nous alignons notre volonté avec l'intelligence organique de la vie. Comme le disait Sénèque, chaque chose arrive au moment où elle doit arriver. Votre tâche n'est pas de forcer les portes, mais de rester prêt quand elles s'ouvrent. En fin de compte, faire confiance au cours naturel de l'univers revient à reconnaître que nous sommes à la fois insignifiants et essentiels. Insignifiants dans l'immensité du cosmos, mais essentiels dans notre capacité unique à danser avec ses rythmes. Les stoïciens voyaient cela comme la plus haute forme de liberté. Non pas le contrôle absolu, mais la sagesse de naviguer dans les courants changeants de l'existence. Quand vous arrêtez de lutter contre ce qui est, vous découvrez que la vie vous portait depuis le début. Il suffisait de cesser de vous débattre pour commencer à flotter.